Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce Midi de la recherche. Mon nom est Caroline Aubé, je suis la directrice de la recherche et du transfert à HEC Montréal et j'aurai le plaisir d'animer nos échanges ce midi. Ce midi, on parlera de la pertinence de la recherche et du transfert de connaissances en gestion pour créer de la valeur dans le domaine de la vente et du service à la clientèle. Donc, pour discuter, ce sont des sujets incontournables d'abord. On a de la difficulté un peu à se figurer le type d'organisation qui n'aurait pas à vendre ou à assurer un certain service à la clientèle, ou du moins une offre de service quelconque. Donc, si on veut vendre, j'imagine qu'on doit aussi assurer la qualité du service à la clientèle aussi par la suite. Donc, des thématiques centrales certainement au succès des organisations et très complémentaires. Donc, pour discuter de ces sujets stratégiques, on a avec nous ce midi 4 personnes passionnées par ces thématiques, donc qui vont venir nous parler de leur expérience de recherche, mais aussi leurs activités de transfert dans ces domaines. Donc, tout d'abord, on reçoit le professeur Bruno Lucier du département de marketing. Et Bruno est également directeur de l'Institut de vente à HEC Montréal. Donc, bienvenue, puis merci Bruno d'être avec nous ce midi. On a aussi avec nous le professeur Yanni Grégoire, donc également du département de marketing. Et Yanni est aussi titulaire de la chaire Omer de Serres en commerce. Donc, merci Yanni, tu es spécialiste notamment de la gestion des plaintes dans les organisations. Merci de me recevoir. Grand merci. Stéphane Volpers, également du département de marketing. Donc, Stéphane, tu es spécialisé notamment en vente relationnelle, d'autres thématiques connexes. Donc, merci de venir apporter ton expertise ce midi. Merci pour l'invitation. Et Jean-Luc Géant. Jean-Luc qui est directeur associé de l'Institut de vente, mais aussi fondateur de l'Institut de vente. Donc, Jean-Luc, une personne qui a été très importante dans la genèse de ces thématiques-là. Donc, merci d'être avec nous, Jean-Luc, ce midi. Bonjour Caroline, bonjour tout le monde. Donc, pendant la prochaine heure, on aura le plaisir d'échanger avec ces 3 personnes pour en connaître un peu plus sur les activités de HEC dans ces domaines. Donc, pour commencer, en fait, on va garder aussi une certaine période à la fin. Donc, habituellement, on conserve 10 à 15 minutes pour que vous puissiez poser des questions. Donc, c'est un événement hybride. On a des gens qui sont en ligne également. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les noter. Vous pourrez les inscrire dans la fenêtre de clavardage. Puis, mon collègue de la direction de la recherche, Mathieu Aubin, pourra ensuite les lire également. Puis, il y a des micros aussi si vous êtes dans la salle et vous voulez poser des questions. Donc, allons-y sans plus tarder avec une première question que je vais adresser plus spécifiquement à Bruno et Jean-Luc comme directeur et directeur associé de l'Institut de vente et aussi à Yanni comme titulaire de la chaire Omer de Serres en commerce. Donc, si vous pouvez nous parler de la genèse de ces unités-là, mais aussi de leur mission. Donc, voilà, d'entrée de jeu, peut-être commençons par l'Institut. Je ne sais pas comment vous répartissez la parole. Oui, je peux y aller. Bon, mais l'Institut s'appelle l'Institut de vente. Je pense que son terme, il est très, très clair. J'aimerais aussi rapidement que l'on dise pourquoi service à la clientèle et vente. C'est qu'un bon vendeur qui a bien fait son travail est capable de faire une vente, mais s'il veut revendre, puis l'intérêt, c'est bien sûr de revendre, il ne peut pas le faire s'il n'y a pas un bon service à la clientèle, s'il n'y a pas un bon support du client. D'où c'est pourquoi nous travaillons beaucoup avec la chaire Omer de Serres, avec Yanni. Alors, pourquoi l'Institut de vente? Comme tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, il n'y a pas d'organisation où il n'y a pas de vente. On vend toujours. S'il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas de client. S'il n'y a pas de client, il n'y a pas de rentrée d'argent. L'organisation n'existe plus. Et ça se fait à tous les niveaux, que ce soit une compagnie qui vend des produits, des services, ou même un OBNL. Je vois qu'il y a la fondation ici représentée par Badreddine. Puis la fondation, ils vendent tout le temps. Ils vendent feel good. Ils vendent le fait de pouvoir aider nos étudiants, ils vendent l'idée de donner des bourses, etc. Donc, nous vendons tout le temps. La vente est très, très importante. Et ça s'applique ici dans l'école, dans tout ce que nous faisons. C'est une école de gestion, une marque formidable. Donc, pouvoir introduire la vente, ça a été le gros coup. J'ai eu le support à l'époque, quand j'étais professeur du département de marketing, j'ai eu le support de mes collègues. Et nous avons instauré des cours en vente. Nous les avons rendus obligatoires si quelqu'un est en marketing. Nous avons été chercher des partenaires qui nous ont dit il était temps que HEC commence à se pencher sur la vente. Et voilà. Et l'Institut a été créé à partir de ce moment-là. Et nous avons des partenaires. Maintenant, c'est Bruno qui a repris le flambeau. Puis, très beau travail. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, je pense que Jean-Luc a été un pionnier dans
créneau qui est un peu le mal-aimé au niveau Puis je trouve qu'il a fait un travail extraordinaire, mais aussi je trouve qu'HEC a été très ouvert de permettre d'avoir ce centre de recherche-là d'excellence qui est devenu, par ailleurs, maintenant un des centres d'excellence. On se fait souvent poser des questions par des organisations maintenant aux États-Unis, même en Europe. Fait que c'est vraiment le fun de voir où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Ouais. Vous avez un beau positionnement, c'est vrai, assez unique au Québec et au Canada, donc qui amène de la visibilité. Puis c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, notamment Jean-Luc, la vente, c'est partout. On peut se dire, je pas une carrière de vendeur, mais juste être capable de se vendre aussi soi-même dans ses interactions. Donc, c'est des compétences qui sont assez transversales également. D'ailleurs, au Nord, on se vend soi-même, on vend notre entreprise, ensuite on vend le produit ou service, avec bien sûr beaucoup d'intérêt pour le client. Mais j'aimerais aussi rajouter en termes des universités et de la vente. Voyez-vous, au Canada, il y a un seul institut de vente. C'est l'Institut de vente HEC Montréal. Il n'y en a pas d'autres au niveau universitaire, c'est les cégeps, les high schools qui s'en occupent. Aux États-Unis, il y a 162 instituts de vente reliés aux universités. Comme quoi, ils l'ont compris, eux, que c'était important. Donc, vous redonnez les lettres de noblesse au domaine de la vente. On professionnalise la vente. C'est très bien. Merci. Yannick, je te cède la parole pour la chaire. Oui, la chaire a quand même un parcours un peu différent par rapport à l'Institut de vente. La chaire, elle a été créée en 1989, donc c'est quelque chose qui est là depuis 36 ans. C'était créé par une donation de Roger Desserre, qui était le propriétaire des quincailleries Omer Desserre à l'époque, donc 500 000 là, et 500 000 du gouvernement du Québec. Depuis, celui qui s'occupe vraiment, avec qui je travaille beaucoup, qui s'occupe du financement de la chaire, c'est aussi Marc Desserre, qui est le fils de Roger Desserre. Donc, on travaille beaucoup ensemble. C'est une chaire qui a la chance de travailler beaucoup avec des practitioners, avec Marc, mais aussi avec d'autres personnes de certains regroupements de détaillants. C'est une vieille chaire, c'est une des plus vieilles chaires de l'école, puis on est fiers de ça, fiers mais quand même actuels. Je suis le 5e titulaire de la chaire. Ça a commencé avec Gunnar Sletmo dans les années 80. Par la suite, c'était Jacques Nantel, qui est un peu une légende de l'école. Jacques l'a pas fait longtemps, l'a fait peut-être à peu près 1 an. Par la suite, c'était Jean-Charles Chebat. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 3 personnes-là, c'était mes mentors quand j'ai fait ma maîtrise dans les années 1990. Donc, je les ai connus quand même très, très bien. Donc, il y a comme une forme de lignée là, dans les gens qui deviennent titulaires de la chaire. Avant moi, il y a eu Michel Tremblay qui vient de prendre sa retraite. Donc, je suis le 5e titulaire de la chaire. Donc, c'est vraiment une institution, là. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps. C'est une chaire capitalisée, donc ça va être là pour longtemps. Si on regarde vraiment notre mission, là, pour faire ça simple, puis on se parle quand même souvent à la chaire, puis en fait, Caroline aussi fait partie aussi de mon comité consultatif avec Marc et avec la fille de Marc. Donc, notre mission, de façon générale, c'est de générer des connaissances et de l'enseignement de pointe dans le commerce de détail et dans le marketing des services. Et quand on dit ça, bien forcément, il y a de la vente là-dedans, il y a du service. Donc, on est vraiment dans la business de bien acheter, d'avoir des bons produits, une bonne proposition de valeur qu'on va vendre. Donc, ça, c'est vraiment comme le cœur de la chaire Omer Desserre. Donc, il y a 50% qui est plus académique, performance, recherche. On est très ambitieux à la chaire Omer Desserre. On veut publier dans les meilleurs journaux. Je travaille avec à peu près 20 chercheurs, une dizaine à l'école, dont Bruno. J'ai travaillé aussi avec Jean-Luc. Donc, très ambitieux, on publie haut dans les bons journaux, mais ça, c'est 50%. Un autre 50% qui est très important, là, notamment pour les gens qui ont fondé la chaire, c'est tout ce qui est enseignement et transfert. Donc, il y a un bon 50% là. On va toucher à peu près à 200 étudiants en présentiel chaque année.
entre 500 et 1000 en ligne. Donc, on est bien présent. Puis on cherche toujours à développer notre offre d'enseignement là, vers l'expérience client, vers le commerce de détail. Donc, l'enseignement, c'est quelque chose qui est très, très important. Là. Puis si j'oubliais, là, c'est certain que M. Dessert me le rappellerait, là, mais j'essaie de ne pas l'oublier. Et en termes de transfert, on a une entité qui est vraiment spéciale qui s'appelle le Cercle Omer Dessert. C'est un secret, un peu un secret, mais ça a énormément de valeur. C'est un organisme qui existe depuis 30 ans, qui regroupe entre 40 et 50 détaillants québécois qui se rencontrent 4 fois par année. Donc ça fait en sorte qu'on est bien connecté avec les gens de l'industrie et qu'on fait de l'enseignement. Donc pour résumer tout ça, là, on est connaissance, enseignement de pointe, 50% en recherche, mais on est ambitieux, 50% enseignement, transfert, puis on est bien actif. Donc, c'est pas mal ça, la chaire Omer Dessert. Bien, bravo, Yanni, parce qu'il y a eu plusieurs vies, là, à la chaire Omer Dessert depuis les débuts. Puis, je ne peux pas commenter les précédents, mais je sais que tu es très ambitieux et dynamique dans la conduite de cette chaire-là. Donc, c'est très apprécié et très complet avec tes activités d'enseignement, de recherche. L'été passé, le grand congrès aussi international que tu as pu accueillir. Puis merci, M. Dessert, d'être là aujourd'hui, mais pour le soutien constant. D'une part, il y a le soutien financier, mais il y a le soutien humain. Donc, d'être capable d'échanger régulièrement. Donc, ça, c'est très apprécié. Donc, merci. Ça met bien la table. Ensuite, on voudrait un peu plus de concret. J'imagine que les gens veulent savoir des exemples de ce que vous réalisez dans votre recherche ou vos activités de transfert. Donc, je vais alterner le tour de parole à chacune des prochaines questions. Donc, peut-être pour celle-ci, je propose qu'on commence par Bruno, Jean-Luc, Stéphane et Yanni. Donc, un exemple d'une recherche que vous avez réalisée ou d'une activité de transfert récente ou en cours que vous menez. Donc, Bruno, d'abord à toi. Merci, Caroline. Une des choses dont je suis très fier, en fait, de travailler, c'est vraiment l'axe de recherche lié à la santé mentale et au bien-être des employés de première ligne, particulièrement dans un contexte en B2B, donc les vendeurs B2B. Une chose qui est une nouveauté qu'on a attaquée après avoir fait 7 protocoles de recherche, dont 6 qui sont publiés maintenant sur les vendeurs en B2B. Là, on s'attaque davantage à leur gestionnaire. Okay. Donc, on appelle ça en anglais « stock in the middle ». Okay? C'est les gestionnaires de première ligne qui ont des équipes de vente qui doivent à la fois avoir les stratégies, les consignes dictées par l'entreprise, mais en même temps qui doivent supporter leur force de vente. Puis, on est sur 2 gros protocoles de recherche à ce niveau-là. Puis, on s'intéresse particulièrement à leur motivation, évidemment à leur productivité, mais surtout, ce qui est en fait sous-représenté puis sous-étudié, c'est dur à croire, mais vraiment leur santé mentale puis leur bien-être. Donc, ça se trouve être pas mal il y en a plusieurs autres, on peut en parler on n'a pas assez de temps pour ça, mais si on voulait avoir... C'est un domaine important d'expertise. Et puis, on peut se figurer que dans le domaine de la vente, la pression est souvent forte, là, donc les enjeux de bien-être puis santé au travail doivent être assez... cruciaux, particulièrement dans ces environnements-là là, où la vente est directement connectée sur le succès final de l'organisation. Là. Exactement. Puis c'est sorti, en fait, il n'y a pas très longtemps. Il y a une statistique quand même assez frappante. C'est que ce groupe-là est vraiment attaqué ou, si vous voulez, plus subit davantage des conditions liées à la santé mentale que d'autres. On parle de 40% d'entre eux. Et puis, c'est 3 fois plus que ceux qui sont dans des postes de non-vente, si vous voulez. Donc, ça se trouve d'être dans les top 5, les jobs les plus affectés par ces conditions-là. Donc, c'est une raison de plus pour regarder ça. Les gens sont sur la ligne de front aussi, là, donc il y a beaucoup de travail émotionnel également là, au travers de ça. Beaucoup, oui. Ouais. Merci beaucoup, Bruno. Maintenant, Jean-Luc, c'est un peu différent. Tu n'es pas un chercheur, tu me l'as dit, mais tu fais plein de choses. Non, mais je travaille sur la portion plus transfert. Oui, exact. La portion recherche, c'est vraiment Bruno, Stéphane, puis Yanni, donc je m'appuie sur ce qu'ils ont fait. Transfert avec les entreprises, nous avons développé un programme qui est offert à l'école des dirigeants, spécifiquement pour les ventes. Et à ce moment, quelqu'un qui suit ce programme-là, à la fin du programme, peut se faire accréditer. Nous sommes d'ailleurs l'Institut, nos cours, on les a fait accréditer par l'ISP, qui est l'Institut of Sales Professionals.
Et à ce moment, s'ils suivent le cours à l'école des dirigeants, ils peuvent être certifiés comme vendeurs ou gestionnaires reconnus en vente. Ouais, puis ça, j'imagine que c'est pour les possibilités de développement dans les organisations, d'embauche, recrutement, ça a une valeur qui est précieuse aussi. Oui, définitivement. Donc, tu étais à l'origine de cette formation-là. Ça veut dire que j'ai repris les formations que nous avons développées dans nos programmes réguliers, diplômants, et on les a modifiées. Donc, au lieu que ce soit des cours, c'est une formation. Et à la fin de ça, s'ils sont intéressés, ils vont passer, bien sûr, un examen sur le code d'éthique. Ouais. Et après, ils peuvent être reconnus comme professionnels en vente. Très bien. Merci beaucoup pour le partage, Jean-Luc. Stéphane? Oui, bonjour. Pour moi, un projet de recherche qui m'intéresse, c'est plus la croissance organique. C'est comment les entreprises, qu'est-ce qu'ils font pour avoir plus de profit qui vient de l'organisme. Pourquoi? C'est comme de poursuivre la mission. Donc, peut-être un projet de recherche, parce que je suis le plus nouveau, je crois, à AGC. Mais c'est vraiment le plus nouveau dans ce panel-là. Donc, je suis ici depuis 2 ans. Mais l'année passée, j'ai travaillé avec un étudiant. Et merci encore pour l'aide comme la direction de recherche et transfert. On a fait une expérience sur le terrain sur le cold call, quelque chose comme très ancien. Mais elle est encore comme un des meilleurs utiles pour trouver de nouveaux clients. Et on a on a utilisé l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et on était capable, ça a eu un grand impact dans cette entreprise, d'augmenter le taux de conversation pour avoir comme une deuxième ou troisième rencontre jusqu'au 20%. C'est qui est énorme parce que normalement, c'est comme ça, c'est à 7%. On a vraiment comme avoir la mesure de augmenter ce taux de conversation. Donc, oui, c'était un bon projet. Super intéressant. Donc, avec l'aide des nouveaux outils d'intelligence artificielle, on peut avoir des gains significatifs. Donc, pour un exercice très difficile, le cold call aussi. Oui, c'est 30 secondes. Après, c'est comme oui ou non. Wow, et le but, c'est vraiment... c'était vraiment très intéressant. Oui, c'est qu'un étudiant d'AGC a fait le travail. Donc, il a vraiment appelé 1000 entreprises. Pendant ce projet, c'était vraiment très bon. Donc, on pourra lire tes articles prochainement. Oui, exact. Ça, c'est le but, toujours. C'est un bel exemple. Merci beaucoup, Stéphane. Tu partages. Yanni, tu vas nous parler des plaintes, peut-être? Non, je vais être plus positif que ça. Ça n'a rien à voir avec la personnalité de Yanni, ça a rapport avec son domaine de recherche, la gestion des plaintes. Je fais beaucoup de plaintes, vengeance, trahison, mais je voulais pas faire peur à l'audience. Donc, non, je vais vous parler d'un projet qui était comme mon gros projet de l'année, ce qui m'a le plus obsédé, littéralement. C'est l'organisation d'une grosse conférence qui s'appelle Frontiers in Service. Donc, ça a eu lieu à Montréal, à notre superbe édifice Hélène Desmarais, en juillet. Donc, c'est la plus grande conférence en marketing des services. C'est associé à un journal qui est très prestigieux, qui s'appelle le Journal of Service Research. Donc, on a attiré 200 des meilleurs chercheurs au monde, au centre-ville, à notre édifice. Ils voyageaient entre notre édifice et le Doubletree. Ils ont adoré ça. Très, très belle expérience. Oui, beaucoup de présentations académiques, un chercheur qui présente devant 10 personnes, mais aussi beaucoup de plénières qui étaient plus grand public. Donc, on a eu Dominique Anglade sur la polarisation. On a eu quelqu'un sur la vente, le lien entre la vente et le service, ce qui a énormément. On a eu évidemment un thème sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est un événement pour les chercheurs ici que je vous encourage à faire. C'était très gratifiant. Belle vitrine pour l'école. On regarde ça sur les mentions en ligne. Là, ça a eu énormément d'impact. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais c'était profitable aussi. On a fait à peu près 25 % de profit là, sur quand même des ventes assez substantielles. Donc, ça aussi, c'est toujours intéressant. Là. Moi, être un bon fils d'entrepreneur, là, c'est toujours
Je regarde Jean-Luc et M. Dessert aussi, faire un profit, c'est toujours assez important. Donc, c'était vraiment une belle expérience et les gens adoraient ça. C'était beaucoup d'énergie. C'était mon activité pendant au moins 6 mois, puis planifié 3 ans à l'avance. Mais ça, j'ai trouvé ça incroyablement gratifiant. Et j'en ai une autre activité Mais que... je veux dire, ça, peut-être, ça a été quand même une grande aventure. Puis bravo, là, tu l'as mené avec main de maître, là, parce que c'est un des événements parmi les plus ambitieux qu'on a l'occasion d'organiser à l'école. Puis ça a été un succès, mais tu l'as fait avec assiduité tout au long des mois. Je ne peux pas prendre le crédit vraiment. Mais tu peux en prendre un peu, je pense. Je peux en prendre un peu, mais l'école offre énormément de services. Si on regarde la nourriture, l'aménagement, l'audiovisuel, la sécurité, comment faire les programmes, le site web. Je n'étais pas au courant qu'il y avait tous ces services-là à l'école. Et c'est vraiment des services de très, très haute qualité qui ne coûtent pas trop cher aussi. C'était vraiment un beau succès collectif, là. Je suis bien contente. Et j'aimerais dire un mot aussi sur le Cercle aux Mères de Serres aussi, que c'est un de nos projets à l'école. Là, c'est quelque chose qui tient bien à cœur à Marc. C'est notre regroupement de 40 à 50 détaillants. C'est quelque chose qu'on ne fait pas de publicité parce qu'on veut garder ça un peu caché, là. On se réunit 4 fois par année. Il y a 75 détaillants. Et quelque chose dont je suis fier, où la chaire a contribué, c'est que depuis 1 an, on a ramené le Cercle aux Mères de Serres à HEC. Parce qu'avant, c'était au Saint-James. Donc, juste ce fait de le ramener à HEC, bien là, il y a un lien qui est plus clair entre ces détaillants-là et le côté plus pédagogique. Et on cherche vraiment à améliorer le lien entre ces top gestionnaires-là du détail et d'amener certains de nos étudiants. Donc, ça aussi, c'était quand même un beau projet des dernières années, faire en sorte qu'on ramène le cercle. Et si jamais il y a des gens qui sont intéressés à voir qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment des top détaillants là, qui font du networking. Il y a toujours un bon présentateur, là. Vous êtes les bienvenus, là, mais c'est sur invitation. Il faut nous appeler, là, mais on peut sans doute s'arranger. Oui, ça, c'est une belle initiative, un beau réseau aussi, donc pour l'école, pour la chaire. Qui est là depuis plus de 30 ans. Extrêmement précieux. Merci beaucoup, Yannick. On va poursuivre j'aimerais entendre parler de vous. C'est donc plus une question un petit peu plus personnelle. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez décidé de choisir cette thématique-là de la vente ou du service à la clientèle comme thématique un peu de carrière? Pourquoi vous consacrez votre vie professionnelle ou du moins une grande partie de votre vie professionnelle à ces thématiques, puis pourquoi vous continuez dans cette voie-là? Donc, on va tout de suite poursuivre avec toi, Yannick, puis ensuite Stéphane, Bruno et Jean-Luc. Bien, si on regarde, pour moi, je me considère avant tout comme un professeur, chercheur en commerce. S'il fallait me définir, ce serait ça. Je n'ai pas forcément un thème super précis. Et ça vient beaucoup d'où est-ce que je viens. Mon background, vraiment. Si je regarde, je suis un Grégoire, mais ma mère, c'est une Bellerive. Donc, les Grégoire et Bellerive, on est entrepreneurs de père en fils, de mère en fille. Mon grand-père vendait de la machinerie agricole à Saint-Cuthbert. Donc, mon père, qui a commencé à vendre des choses à 12 ans, donc c'est un super vendeur. Ma grand-mère avait une épicerie à Charette, quand même un genre de petit village. Et ma grand-mère, elle a quand même fait fortune à l'époque en vendant de l'alcool. Okay? Elle trouvait, c'était des années où l'alcool, c'était un peu plus difficile à trouver. Elle s'arrangeait, elle avait des bons contacts. Elle achetait des bières en grande quantité qu'elle brisait. Okay. Donc, ma grand-mère, c'était vraiment une super entrepreneur, là. Par la suite, mon père, c'est un entrepreneur aussi. Mon père avait des centres commerciaux, des blocs appartements. Il construisait, il gérait, il vendait. Mon père a toujours 83 ans. Là, il ne fait plus de gestion jour le jour, mais il y a toujours des terrains. Et ma mère, c'est une spécialiste en médecine douce, donc vraiment offrir des bons services, être près des gens. Donc, je suis vraiment dans cette culture-là. Je viens de cet environnement-là. Ce qui compte chez nous, on parlait de ça là, à la table. Là. C'est comment avoir un bon service, comment bien vendre et comment faire un profit. L'idée de profit est toujours bien présente. Donc, ce contexte-là, pour moi, avoir un bon produit, faire un bon service, le vendre,
faire de l'argent, ça fait partie de mon ADN, là, c'est un milieu que je comprends. Si je compare certaines personnes qui sont dans le milieu plus légal ou le milieu de la santé, je ne comprends pas les normes de ces environnements-là. Mais la business, le commerce, mon père appelle ça le commerce. Le commerce, ça, je comprends. Et d'où est-ce que je viens être un vendeur, puis on va dire souvent un bon closer? C'est à peu près la plus belle qualité que quelqu'un ne peut pas te faire sur le plan professionnel. C'est quelqu'un qui est capable de générer des ventes, de closer. C'est des gens qui ont énormément de valeur, qui sont très valorisés. Donc, j'entends parler des fois dans la société québécoise qu'être un vendeur, c'est pas une bonne chose. Nous, c'était vraiment pas ça, là. C'est si tu vends, tu fais de l'argent, puis tu fais de l'argent, tu es content. Donc, c'était vraiment cet environnement-là dans lequel j'ai grandi. Où est-ce que je suis un peu différent de mes oncles, mes cousins, mon père? C'est que je suis un contemplatif, là. J'aime analyser, j'aime développer de la connaissance plus abstraite qui peut être enseignée. Puis j'aime beaucoup le côté social des environnements. L'idée de parler à un étudiant, de l'amener à être la meilleure version de lui-même. C'est quelque chose qui est très gratifiant pour moi. Donc, je voulais pas juste être en commerce, où tu penses juste à faire un profit, là, parce que c'est un peu ça dans ma famille, là. Il y avait la dimension un peu plus sociale d'enseigner, d'aider, générer de la connaissance qui m'attirait beaucoup. Donc, pour moi, c'est vraiment mon X, ça. Je suis un professeur, chercheur en commerce, ça. C'est un milieu que je comprends, puis ça me vient naturellement. Oui, je fais beaucoup de vengeance en recherche, on s'entend. Je fais beaucoup de vengeance, de trahison, de plainte, parce que c'est un peu mon cache-carte. Ah oui. Mais je suis quand même pas mal plus large que ça là, dans mes intérêts. Là. C'est super intéressant, Yanni, de comprendre, parce que souvent, les choix qu'on fait professionnels, de thématiques de recherche, ils viennent pas de nulle part. Là, donc, il y a quand même un fil directeur dans ta vie familiale aussi qui t'amène à avoir un intérêt pour ça. Donc, très intéressant. Merci beaucoup. Je crois que là, j'étais perdue dans ton histoire de vie, là, donc la prochaine personne, c'est Stéphane. Merci. Pourquoi je me demandais ça de plus dans les dernières semaines, mais donc c'est ma deuxième carrière et ça c'est vrai pour beaucoup de chercheurs en vente. Donc ils ont vraiment eu une carrière dans l'entreprise avant et à un temps ils ont décidé ok je vais poursuivre un PhD. C'est comme tu as dit, c'est comme dans ta naïveté, c'était pareil pour moi. C'est quoi ça, un PhD? Donc, mais c'est comme, j'étais presque entrepreneur, mais j'ai échoué avec mon idée. J'ai fait toutes les choses par le book. J'ai obtenu financement comme capital et après, le go-to-market, l'introduction de nouveaux produits, ça n'a pas bien fonctionné. Et je me dis, c'est comme, pourquoi? Et au septembre, j'ai eu la chance de mon ancien directeur d'avoir comme une poste. Il était aussi commencé à l'université en même temps que moi. Et je me dis, c'est comme, OK, il faut approfondir ça. Dans la vie réelle, il y a beaucoup comme de bouche à oreille. Qu'est-ce que c'est les bonnes pratiques, comment ça fonctionne, qu'est-ce que devrait vraiment comme être plus curieux d'avoir une vue plus stratégique, plus professionnelle sur la vente. Et oui, c'est ça, parce que c'est comme, et aussi dans mon ancienne vie, comme conseillère, je crois c'est le mot, c'était tout le temps, la question c'était croissance organique, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire comme digital, mais c'était comme, ça a eu un impact, c'était curieux et ça a bien fonctionné. C'est intéressant, Stéphane. Je ne connaissais pas ton passé, notamment d'entrepreneur. Donc, c'est intéressant de voir un peu comment ça t'a récupéré, finalement, ces apprentissages-là, maintenant, pour ta carrière de professeur. Jean-Luc, toi, ta carrière n'a pas commencé avec la création de l'Institut de vente. Donc, il y a eu d'autres choses avant, puis c'est relié à la vente aussi. Donc, oui. Moi, j'ai toujours été entrepreneur. Déjà, quand j'étais étudiant au bac ici à l'école, c'était le dernier millénaire, là, juste pour rappeler. J'avais pris la présidence de Coop HEC, puis j'avais fait des gros changements. Il y avait un système de cafétéria, on les avait sortis. J'avais été faire des emprunts à la banque pour la Coop, et on avait mis en place ce que la Coop est devenue aujourd'hui. Donc déjà, j'avais ce côté très entrepreneurial
qui bien sûr va avec la vente. Donc, j'ai fait entrepreneurship avec vente. J'ai fait une carrière en entreprise. D'ailleurs, moi, pendant ma période de professeur à l'école, on m'appelait professeur practitioner, donc praticien, puisque je n'étais pas chercheur. Et quand j'étais dans le département marketing, il y a eu un professeur qui s'appelait Renaud Legout, qui d'ailleurs, je pense, est encore professeur dans le département, qui, lui, à l'époque, était arrivé avec une idée en faisant des recherches. Il avait dit à peu près 80% de nos étudiants en marketing, quand ils quittent l'école, quand ils vont chercher leur bac, ils travaillent plutôt dans les ventes. Okay. Et ça avait attiré l'attention, puis on s'était dit, bon, on doit commencer à se pencher là-dessus. Donc, on a eu beaucoup de discussions dans le département, et on a invité un professeur qui s'appelait Mike Ahern. C'est Yannick qui l'avait invité. Il est venu nous donner une conférence interne, puis dans la conversation, il nous a expliqué comment il avait créé l'Institut. Puis il avait dit, si vous voulez le faire, il faut que la personne qui le dirige soit un practitioner et non pas un chercheur, parce que ça nécessite beaucoup d'efforts de ce côté-là. Puis on s'était tous regardés. C'est comme ça que ça m'était dévolu de créer l'Institut. Puis là, j'avais été voir à l'époque Michel Patry. Puis Michel m'avait dit, es-tu capable de le financer? On est allé chercher plusieurs centaines de milliers de dollars. On a des partenaires qui ont mis beaucoup d'argent dans l'Institut. Donc, il y avait une preuve que le marché était intéressé à ce que la vente soit plus professionnelle. Alors, c'est comme ça que le bébé s'est créé. Puis là, je suis content de voir que le bébé continue à avancer. Ah oui, tu as travaillé fort. Puis effectivement, c'est le positionnement, ça prend un réseau aussi. Avec l'aide de Michel, vous avez bien collaboré pour créer tout cet environnement-là qui fait en sorte qu'on a un institut de vente dynamique aujourd'hui avec l'ajout de Bruno, notamment, de Stéphane puis Diane. Voilà. Puis là, on a 2 professeurs-chercheurs en vente. Puis ça a été un autre défi quand on a créé l'Institut, c'était d'avoir des profs en vente. Parce que les profs en vente sont très bien payés en général dans les universités. Puis il y avait un prof américain, je lui ai dit, est-ce que tu aimerais venir enseigner chez nous? La directrice du département était favorable à ce qu'on aille le chercher. Quand je lui ai dit quel salaire on payait, c'est tout juste, il n'a pas eu une crise cardiaque tellement il riait. Parce qu'aux États-Unis, ils sont payés des chiffres, en vente spécifiquement, ils sont payés des chiffres faramineux. D'ailleurs, chez eux, ils refusent les étudiants. Tous les étudiants veulent aller en vente. C'est ça, c'est des cultures différentes. Avec l'Institut de vente, ça crée un milieu qui est encore plus attrayant, je pense, pour HEC Montréal, pour ces doctorants, ces professeurs-là qui ont cette expertise. On a 700 étudiants qui sont dans nos cours de vente par année. C'est quand même pas si mal, ici à HEC. Absolument. Bravo, merci beaucoup. Merci. Bruno, je connais un petit peu ton passé, mais probablement que je vais en découvrir aussi. Oui. J'ai un parcours aussi très atypique. Moi, c'est ma 3e carrière, en fait. Celle-ci est ma dernière. Je suis également sur mon X. Ça a pris du temps avant de dire ça. Oui, c'est ça. J'ai un bac en thérapie du sport. Ensuite de ça, j'ai œuvré pendant 12 ans dans les ventes, parce que j'étais vente, si vous voulez, junior, senior. Je travaillais dans le département, même gestion des équipes. Fil conducteur dans tout ça, je pense que c'est fondamentalement vendre ses idées, vendre des produits ou des services. C'est aider l'autre aussi, puis avoir, je pense, beaucoup de curiosité qui ont comme drivé tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'anime, c'est un peu ce que tu as dit tantôt, comme voler une de mes one-liners, c'est de redonner les lettres de noblesse à cette profession-là. Moi, j'ai vu des choses... Un peu, oui. Du moins, c'est une de mes missions. Moi, j'ai vu des choses qui sortent des stéréotypes lorsque j'étais sur le terrain. Des gens très humains, des personnes qui utilisent l'humour. On a fait un projet ensemble sur l'humour. Puis pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup de succès? Pourquoi est-ce qu'il y en a qu'à chaque année, ils se ramassaient sur le club du président, puis pas les 7 autres? C'était quoi les conditions? C'était très difficile d'arriver jusque-là. J'ai vu des personnes qui voulaient aider leur clientèle dans des marchés parfois très sensibles. Je parle des vendeurs qui ont œuvré avec des produits liés au cancer ou qui ont levé les maladies comme l'Alzheimer, par exemple. Donc, tout ça, ça a fait que je suis bien très curieux autour de tout ça. J'ai fait un doctorat, j'ai arrêté ma carrière, tu sais, très sec, de manière très abrupte. Il faut bien prendre tes mots. Puis j'ai fait un doctorat là-dedans, en l'efficacité des équipes de vente. Puis aujourd'hui,
c'est ça, on a bâti quelque chose grâce à Jean-Luc, le travail de Jean-Luc autour de l'Institut de vente, mais on a des cours de vente très solides, on a beaucoup de protocoles de recherche très intéressants aussi, on a des subventions, on a des partenaires. Puis, de plus en plus, on a aussi des étudiants qui s'intéressent à ça. Ça a pris quand même un certain temps. Mais des étudiants qui viennent vers nous, qui veulent s'intéresser à certaines problématiques liées à ces sujets-là. Donc, pourquoi que... Je ne sais pas si j'ai été clair dans pour la réponse. Tu as été très clair. Puis moi, ce que j'admire, c'est que c'est pas évident de commencer une carrière professorale non plus quand c'est la 4e que tu entreprends. Puis tu le fais avec brio parce que tu es arrivé avec passion, avec cœur, l'Institut, tu le reprends, tu ajoutes le volet recherche. Ça fonctionne très bien. Donc, bravo pour cette capacité d'adaptation puis de t'être donné la mission aussi de travailler avec la vente. C'est vrai. Je vais avoir une dernière question pour vous, la question sur l'impact. Donc, pour moi, c'est la plus importante de toutes les questions que je pourrais vous poser. Donc, quand vous prenez un peu de recul sur ce que vous avez fait jusqu'à maintenant dans vos carrières, sur les thématiques de vente, service à la clientèle, de quoi vous êtes le plus fier et de quoi vous seriez le plus fier dans l'avenir? Puis on peut regarder l'impact au sens large. L'impact, ça peut être pour les entreprises, leur succès, ça peut être pour les vendeurs, les équipes de vente, ça peut être pour les étudiants. Donc, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Qu'est-ce qui vous rendrait le plus fier aussi dans le futur par rapport à votre contribution? Puis, pour celle-ci, on va commencer avec Jean-Luc, Stéphane, Yanni et Bruno. Okay. Je pense que ce qui me rendrait le plus fier, c'est de faire que l'Institut soit plus connu encore. Okay. Il est connu, mais c'est un petit peu comme le secret de la caramilk. Et il faudrait le faire connaître encore plus, faire que des entreprises qui ne sont même pas du Québec disent ils ont un institut de vente. HEC comprend l'importance de la vente et des clients. Donc, c'est ça qui me rendrait le plus fier. Réussir à le grossir. Si possible, avoir d'autres professeurs, chercheurs en vente, parce que tout se tient. Plus de recherche, plus de publications, plus on est connu, plus ça attire des compagnies, plus ça attire des étudiants, plus les étudiants trouvent une carrière dans la vente intéressante. Et cette professionnalisation de la vente, cette image, pour moi, elle est importante. Et malheureusement, la vente est des fois vue comme le parent pauvre, ou c'est vu comme, si tu es vendeur, c'est parce que tu n'es pas brillant. Hein? Tu as juste trouvé ça comme travail. Et au contraire, j'aimerais bien qu'un jour on dise, t'es vendeur, chapeau, comment tu as fait pour obtenir ce poste? Donc, c'est ça qui me rendrait le plus fier. Ça va prendre quelques années, mais avec le support de toute l'organisation, je pense qu'on devrait y arriver. On va doucement, mais on devrait y arriver. C'est des changements aussi culturels, mais vous avez fait un grand bout de chemin déjà. Puis merci Jean-Luc d'être encore aussi passionné puis engagé envers le développement de l'Institut de vente, les partenaires. Donc, c'est très apprécié. Et en ton honneur, tout en ton honneur. Merci beaucoup. Merci. Ensuite, Stéphane, toi, qu'est-ce qui te rendrait plus fier ou qui te rend le plus fier? Ça, c'est la question plus difficile parce que je ne suis pas par caractère une personne qui est très fière à beaucoup de choses, mais peut-être je suis allemand, c'est comme un truc culturel. On a fait des choses, OK, je reste un peu calme, ouais, d'accord. T'es modeste. Modeste, ouais. Modeste, exact. Non, je crois, c'est comme... il y a beaucoup de choses, si je réfléchis, mais c'est peut-être aussi un peu lié à ce que tu as dit. C'est avec nos recherches, avec notre instrument, nous voudrons changer comment les gens ont vu un aspect qu'on examine ou qu'on enseigne. Et je crois que c'est comme... Il y a plusieurs étudiants, par exemple, qui ont dit c'est comme je ne voudrais pas être vendeur, ou c'est comme je viens de finance, j'ai aucun impact de ça. Mais j'ai beaucoup d'exemples qui ont fait comme un meilleure carrière dans la vente, qui ont dit c'est comme je ne voudrais pas. Et aussi de la recherche, c'est pareil, comme on fait la recherche, on pense, OK, c'est regardé par les autres professeurs, c'est dans notre domaine, mais si nous sommes capables de le transférer dans notre enseignement, ça prend quelques-uns, mais ça vient dans le marché, ça a un impact. C'est même aussi, avec mon exemple de comme cette expérience de terrain, ça a un impact directement
Et je pense que je suis le plus fier de cette comme mise en œuvre de la connaissance. Ouais. C'est au cœur de notre mission. Si on arrive à mettre justement nos résultats de recherche, dans ton cas, ton expérience passée au service de nos étudiants et de leur carrière, c'est notre grand nord. Là. C'est ce qu'on souhaite atteindre. Je suis le plus fier de ça, je pense. Ouais. Merci beaucoup. Yannick? Oui, moi, je parlais plus de la chaire que de moi, parce que la chaire, c'est quand même quelque chose de plus grand que moi. Là. La chaire existe depuis à peu près 40 ans. C'est une chaire qui est bien financée, là, qui va probablement exister sur 40, 50 ans. Donc, quand je regarde, je pense à la chaire, là, pour est-ce qu'elle est rendue, ça fait 7 ans que je m'en occupe. Ce que je suis particulièrement fier, c'est que notre mission à la chaire, c'est vraiment la base du commerce. Là. C'est vraiment une bonne grosse logique de base. C'est bien acheter, des bons produits, bons services, bien les vendre, bon service à la clientèle. On est vraiment là-dedans. On n'est peut-être pas forcément la chaire la plus flashy là, en disant intelligence artificielle ou EDI ou environnement ou des choses. Mais nous, on s'intéresse vraiment à la bonne base qui est vraiment importante, c'est d'acheter, offrir un service et le vendre. Et ça fait 40 ans que ça nous intéresse et je suis convaincu que ça va nous intéresser encore dans 50 ans. Donc, je trouve qu'on est vraiment dans une bonne posture pour que la chaire aux mères de serre va poursuivre encore très longtemps. Donc, c'est une chaire que je pense va avoir beaucoup de succès dans le futur, là, bien après moi. Si je regarde un peu où est-ce que je l'ai amené, si je regarde au départ, la chaire, elle était très practitioner. Elle était très enseignement, cercle. Gunnar faisait beaucoup de ça. Par la suite, avec Jean-Charles, elle est devenue très, très recherche. Là. Juste papier académique, peut-être un peu moins d'enseignement, un peu moins de transfert. Et ce que je cherche vraiment à faire, c'est trouver l'équilibre entre les deux le plus possible. Je demeure un chercheur qui est très ambitieux. Là. Toutes les personnes qui me connaissent savent que oui. Mais le côté enseignement, le côté transfert, pertinence pour les gestionnaires, c'est quelque chose qu'on se soucie énormément. Donc, j'ai l'impression que où est-ce que la chaire, elle est en ce moment, elle est dans un bon endroit pour survivre 10, 20, 15, 50 ans, peut-être de façon éternelle. Donc, c'est ça possiblement qui me rend le plus fier d'être un élément parmi un long parcours là, qui va dépasser ma vie, puis la vie des prédécesseurs et tout ça. Donc, ça, faire partie d'un gros projet, là, pour moi, c'est super satisfaisant, ça. C'est les thématiques qui ne s'essoufflent pas, puis toutes les sphères dans lesquelles tu essaies d'être le plus équilibré possible là, dans le déploiement de la mission, de la chaire, puis de t'investir. Tu es ambitieux, tu es méticuleux, de t'investir à fond dans toutes ces sphères-là. Donc, mais ça aide de travailler aussi avec quelqu'un qui est plus un praticien parce que ça ramène toujours cette idée-là de pratique. Là. Je pourrais pas partir pendant 1 an être tout seul dans mon bureau à faire une recherche. Je me le ferais dire, vite. Donc, mais au-delà de ça, je trouve que ça me ramène aussi à l'essentiel. Donc, il fait bien. Merci beaucoup, Yannick. Bruno, le mot de la fin. Donc, l'impact que tu veux avoir. L'impact que je veux avoir, je vais continuer à professionnaliser la vente, définitivement. Dans mes intérêts personnels, mais c'est aussi avec les valeurs de l'Institut de vente, c'est de continuer à faire de la recherche de qualité puis être proche du terrain, mais aussi avec autant d'importance de le transférer, cette information-là. Puis je pense à où est-ce qu'on est parti en 2017 à pratiquement 0, presque, à aujourd'hui. Nos publications vont dans la presse, les affaires, énormément de collaboration avec Éloi et son équipe qui est ici aujourd'hui, donc avec la revue Gestion, énormément. Belle ouverture de votre part. On a travaillé avec le CPQ, Conseil du patronat du Québec. Ça, c'est le volet plus praticien, mais je veux aussi que les étudiants aient accès à cette information-là. Donc, intégrer ces connaissances-là également à tous les niveaux, que ce soit au bac, que ce soit au certificat MSc, même au doctorat. On a créé un cours ensemble, Yann et moi, on en parle.
de ces publications-là, de ces projets-là, de ces enjeux-là. Donc, encore, faire du bruit positif, de grandir de la bonne manière, peut-être comme un peu que ce que Jean-Luc a dit, tranquillement, mais sûrement. Puis essayer d'avoir un impact positif sur un plan de société, mais également au niveau de la recherche, nos étudiants et les praticiens. Je le vois, les efforts que tu fais, puis les résultats sont au rendez-vous, là, de briser les silos, pas travailler juste en sphère recherche ou sphère application, mais effectivement, là, en travaillant plus en synergie avec la revue gestion, comme vous le faites, il y a la conversation, tu utilises les médias sociaux, donc tu utilises plusieurs canaux pour être capable aussi de diffuser et d'avoir de l'impact. Donc, bravo, Bruno. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Si Yannick, tu veux ajouter? c'est vrai que la revue gestion Eloi aide vraiment beaucoup. Là. Ils nous contactent à savoir ce qu'on a des idées qu'ils peuvent écrire. J'ai trouvé que c'était un game changer de vulgarisation depuis 5-6 ans. Là. C'est tout à ton honneur, Eloi. Définitivement. Merci. Pour être capable de renforcer notre rayonnement, c'est très important et notre impact. Donc, merci beaucoup. On aurait du temps, il nous reste encore un peu de temps donc pour prendre des questions. Donc, on va donner la parole aux personnes qui sont dans la salle si vous avez une question que vous voulez adresser. Merci beaucoup. Le propos était très, très intéressant. Je voulais commencer déjà par féliciter Stéphane pour la qualité de ton français. Bravo. Félicitations. Merci beaucoup. Je sais que c'est pas facile. Donc, je suis fier de ça maintenant. Avec raison. Avant ma question, je vais commencer en complémentaire. Je serais curieux de savoir, toi, Caroline, ça, c'est rare que quelqu'un oui, me donne dans ton histoire personnelle, qu'est-ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui? Je sais que tu fais peut-être plus de la recherche active, etc., comme directeur de la recherche, mais je sais que tu travailles. C'est intéressant. Ouais. Je m'intéresse beaucoup à ce que les gens font parce que moi, je suis psychologue du travail. Comme tu le sais peut-être ou pas. Donc, tous ces aspects de vente et de service à la clientèle, je parle avec Yanni souvent parce que moi, j'étudie les comportements contre-productifs dans les équipes. Donc, il y a des liens avec certains travaux de Yanni. Les équipes de travail, évidemment, avec Bruno. Vente relationnelle, ça vient chercher plein de concepts. Donc, pourquoi j'ai choisi, c'est drôle que tu me poses la question, c'est un peu en périphérie, mais ça me fait plaisir de le dire. Le poste que j'occupe me permet de continuer à être super curieuse. La recherche, ça demande beaucoup de curiosité, mais le poste dans lequel je suis m'expose à plein de collègues qui ont des ambitions puis des sujets de recherche qui sont très intéressants. Donc, pour moi, c'est une belle continuité. C'est gentil pour la parenthèse. Est-ce que tu avais une autre question pour les panélistes? Oui, ma question maintenant, vous avez parlé de l'importance des cold calls, les mal aimés, mais qui restent encore très, très efficaces. Nous, à la Fondation, on a un télémarketing ici en bas, à la salle Quito, dans l'édifice, où des étudiants passent des appels. D'ailleurs, je vois qu'elle a quitté une étudiante qui travaille au télémarketing et on a constaté une chute drastique du taux de rejoint dans notre segment en acquisition. D'abord parce que les opérateurs téléphoniques considèrent notre numéro de plus en plus comme un spam. Et puis, il y a beaucoup de spam. On se fait spammer tout le temps, donc on répond moins au téléphone. Et aussi, les jeunes générations répondent moins au téléphone. Donc, on est moins capable de faire ce travail-là. Et donc, pour nous, c'est moins efficace en ce moment. Puis, je ne sais pas si ça s'est transféré dans la recherche que vous avez fait. Oui, c'est quelque chose qu'on voit en ce moment. Je suis aussi bien curieuse comme il y a comme les agentic AI qui font l'appel comme tout automatique. Mais je trouve ça comme une évolution très, on dirait peut-être intéressant. Parce que c'est quoi le résultat après? Qu'est-ce que ce comportement s'augmente aussi? C'est vraiment comme faire un bloc. Et j'attendais aussi, c'est comme le Android et iOS, ils vont comme créer comme secrétaire, comme intelligence artificielle. Si ce numéro s'est jamais contacté, comme ça va être comme la personne va parler à une agente AI et après cet agent va dire OK, tu peux appeler la personne en vrai. Donc ça va être comme beaucoup de défis. Donc il y a des mesures. Je crois aussi la qualité
des contacts, c'est un des choses clés. Et après, de les contacter avant avec un message, peut-être, elle peut dire, OK, je vais vous appeler dans un jour. Mais c'est vraiment comme un terrain en ce moment et c'est beaucoup de changements, beaucoup de problèmes, beaucoup de chances à améliorer, des opportunités. Ouais, c'est certain. Ta question est intéressante. Des fois, on a de l'expertise interne, donc on peut en bénéficier également. Donc, probablement que des discussions ultérieures pourront être également utiles à la Fondation. Ouais, au plaisir. Plein d'autres services à l'école aussi, parce qu'on fait beaucoup de ventes, de services à la clientèle également. Danilo, bonjour. Merci. Allô? Allô? Oui. D'abord, bravo pour ce panel. Et ma question s'adresse à mes collègues chercheurs. Selon vous, où est-ce que la recherche en vente s'en va dans les prochaines années? Quels sont les grands développements qu'on peut attendre de cette recherche en vente? Moi? Tu veux que je commence? J'ai déjà dit quelque chose, c'est comme à toi maintenant. Écoute, Danilo, je pense qu'on peut rebondir encore sur la prospection, par exemple. Tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, c'est un incontournable, je pense, dans la plupart des domaines, là. Ça prend énormément de place en ce moment dans la vente. À savoir, on parlait par exemple des AI agents. L'humain ne peut pas compétitionner au niveau de la charge mentale, par exemple. Que même si le centre d'appel nous fait rouler, à un moment donné, nous, on vient fatiguer, pas l'agent, mais il n'est pas encore ajusté. Tout ce qui a rapport aussi avec les push, avec tout ce qui a rapport avec les courriels, avec les informations, ceux qui sont dans les call centers, qui se font glisser certaines questions, par exemple, ou pas, ceux qui prennent les informations, on est confronté à ça. Donc, c'est un énorme terrain de jeu en ce moment. L'humain dans tout ça aussi. Corrige-moi là, si j'en manque. Évidemment, bien que c'est moins peut-être populaire qu'aux États-Unis, l'EDI a pris une expansion assez large dans la fonction de la vente aussi. Il y a beaucoup de groupes qui sont sous-représentés dans un monde changeant. Donc, c'est un gros aspect qui prend vraiment beaucoup plus de place. D'autres défis, bien évidemment, il y a tout le côté santé, bien-être, motivation, productivité. Changement beaucoup au niveau des équipes. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont pris maintenant au niveau clérical par les trucs liés à l'AI. Donc, il y a moins de personnes qui font la job peut-être de 3. Mais à un moment donné, there's so much qu'on peut faire. Donc, il y a énormément de grands terrains de jeu. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai oubliés à ce niveau-là? Mais peut-être, c'est comme on a vu un changement depuis les dernières années. C'est comme, à l'époque, c'était la plupart des revenus, c'était qu'on vend quelque chose qui est plus comme dans le centre de complexité. Mais maintenant, ça a vraiment changé avec comme l'augmentation comment on dit ça, toutes les choses numériques. C'est comme tous les standardisés, c'est numérique. Mais ça veut dire, c'est comme toutes les choses qui sont vraiment compliquées, c'est comme ça reste dans un ressort humain. Mais ça demande aussi comme vraiment une augmentation de comme skills, un skill set. C'est vraiment pensé plus stratégique. Et on a comme les vendeurs, c'est comme ils ne travaillent pas seuls. Il y a beaucoup des équipes qui font partie, comme il y a un vendeur qui est plus de la manière, la stratégie du client. Il y a des autres, comment on dit ça, des autres fonctions qui aident à aider le client dans ces enjeux. C'est vraiment comme complètement new domaine. Comment gérer ça? C'est pas une équipe comme formation, ça c'est l'équipe de Stéphane comme vendeur et tu as c'est plus comme une matrix, les autres enjeux, donc comment gérer ça. Aussi, comment gérer des personnes qui travaillent plus stratégique. C'est comme, il y a ça s'appelle Strategic Account Management. Ouais, exact. C'est comme, ces gens-là, et c'est comme, sa salaire, c'est 1 million. C'est presque plus comme une CFO parce qu'ils ont vraiment un grand impact sur toute l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Avec l'IA, ça va vraiment comme s'accélérer. Ouais, donc, il vous reste encore beaucoup de travail à faire les prochaines années. Pas mal. Yanni, tu veux ajouter? Moi, je trouve que l'idée de faire une distinction entre vendeur ou quelqu'un qui fait le service ou
réparateur, ça devient de moins en moins pertinent. J'aime bien l'idée de considérer l'expérience client où tu as un employé de première ligne ou plusieurs employés de première ligne qui vont... En fait, tout ça devient mélangé. Là. Tu dois montrer que tu peux offrir un bon service en premier. Par la suite, tu peux faire la vente de ce service-là, comme dans la télécommunication. Par la suite, si tu as des problèmes, ben, tu dois faire le suivi. Moi, je regarde vraiment ça plus comme une interaction employé première ligne client dans le contexte d'une expérience à long terme. C'est pour ça que je suis confortable de travailler avec des gens de vente parce que bon, c'est les gens qui sont souvent les employés de première ligne qui font vente et service et tout ça. Ouais. Donc, un décloisonnement un peu des rôles, là, c'est quelque chose dans lequel je vois beaucoup de potentiel. Puis, j'aimerais peut-être ajouter que tout le principe en arrière de ça, c'est de générer des ventes dans le but de générer des revenus pour l'entreprise. Maintenant, la question avec ce qui a été dit là, c'est comment réussir à générer de la valeur dans cette période où il y a l'IA, où est-ce que le client est de plus en plus très bien informé. Ouais. Donc là, un vendeur qui vient, qui lui répète des choses qu'il connaît, c'est une perte de temps. Donc, comment faire que le vendeur peut encore avoir sa place en générant plus de valeur avec tous ces nouveaux outils qui fait que le client est rendu vraiment connaissant et compétent et il est pointu, il est ciblé. Donc, comment se situer là-dedans? Alors, leurs recherches peuvent être très intéressantes. La valeur de la vente relationnelle, là, notamment, là, ses habiletés de compétences interpersonnelles. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui évoluent, donc beaucoup de projets de recherche à venir. Puis, vous êtes tous très connectés au milieu aussi de pratiques. Donc, on avait les discussions avec les partenaires de l'Institut de vente récemment qui allaient exactement dans ce sens-là. Yanni avec M. Dessert, puis les taillants du cercle et d'autres collaborateurs. Là. Donc, ça vous permet d'être alimenté aussi dans vos questions de recherche par le terrain. Donc, très pertinent. C'est presque terminé. Je pense qu'on a est-ce qu'on a une question en ligne? Oui. Mathieu. Oui. Donc, il y a 2 questions? Ah, bien, il y a une question en ligne. Monsieur Dessert après. Oui. Parfait. Donc, de Robert Denis, donc, vous affirmez que la vente est le parent pauvre dans l'entreprise. Oui, peut-être au chapitre du statut, mais au chapitre de la rémunération, qu'en est-il? Et Robert ajoute, je crois avoir observé que les associés les mieux rémunérés dans un cabinet de comptable sont ceux qui contrôlent la relation avec les clients. Si je peux, c'est en plein ça. D'ailleurs, quand je rencontrais les gens en comptabilité, j'allais rencontrer dans les cours, puis ils me disaient, nous, la vente, on n'a rien à voir, on a nos cours tout préparés. Et ma réponse était, si tu es très bon, tu vas possiblement être choisi par les Big Four, tu vas être un excellent comptable, mais si un jour tu veux devenir associé, c'est parce que tu es capable d'attirer et de garder des clients. Donc, c'est en plein ça, là. La vente, on la retrouve partout. Oui, très bien. Yanni? Moi, je trouve que la vente, c'est pas forcément mal perçu partout. Là. Ça dépend vraiment du background des gens. Des gens peut-être plus dans le contexte gouvernemental, de la santé légale. Les vendeurs, c'est où? Mais dans un contexte, quand tu viens vraiment de la business, être un bon vendeur, c'est l'heure de la guerre, c'est vraiment important. C'est ça. Mon beau-frère est avocat, il travaillait, là, il a pris sa retraite, il travaillait chez Bombardier et il était responsable du contentieux. Puis il a fini par devenir vendeur, parce que c'est lui qui faisait les contrats et tout ça. Puis les vendeurs, ça, ce qui avait de plus excitant, c'était vraiment ce qui était de plus payant. Là, quand ils vendaient des avions d'affaires là, dans le Moyen-Orient, là, comprenez-vous que c'était payant. Donc, ça dépend des domaines. Moi, je ne suis pas sûr qu'être vendeur, c'est une si mauvaise réputation. Moi, je pense que ça s'est beaucoup amélioré depuis une dizaine d'années, du moins au Québec. Ça dépend des milieux, comme Yanni l'indique. C'est à nous d'aider à l'améliorer. Oui, c'est ce que vous faites d'ailleurs. On a la dernière question. Vous avez le privilège, M. Dessert, de la dernière question panéliste. Bien, moi, je suis pas de ce milieu ici. Puis quand on parle de professeurs, les professeurs, moi, que je remarque à chaque fois qu'on parle à un professeur, c'est leur défi de transférer l'information à leurs élèves et tout. Ouais. Alors, si je fais l'analogie dans la vente, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est servir le client. Et dans mon environnement, on ne parlait pas souvent de vente. On parlait comment mieux servir le client. Et pour moi, un commerce n'est pas là pour vendre.
il est pour servir le client. Et je n'ai pas senti ce sujet-là abordé. Et la raison des commerces, c'est pour servir la clientèle. C'est pas, tu sais, ceux qui sont là juste pour faire du profit, à long terme, ils vont échouer. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui trouvent quelque chose, une valeur ajoutée pour la clientèle. Et pour moi, c'est ça le crucial de la vente. Les clients le sentent aussi, tu sais, puis on se sent bien accueilli dans un commerce où on sent que c'est la culture également. Comment vous réagissez à ça? Pour rebondir, en fait, si la proposition de valeur est tellement forte, elle va se vendre toute seule. C'est ça. Si le produit est tellement bon, si le service est tellement bon, bien, la vente vient sans effort. Dans ma famille, on serait pas mal d'accord avec ça. Si l'immeuble est très, très beau, le service est bien localisé, ben ça va se rouler tout seul. À mon avis, je suis 100% d'accord avec ça. Je voudrais dire le service et la vente, parce que c'est comme, c'est pareil, c'est comme la définition. Si on pense de la vente comme comment dire ça, d'automobiliste usagé, je ne sais pas. Peut-être ça, c'est l'idée de la vente ancienne négative. Ouais. Mais un bon vendeur, il est capable de créer la valeur avec les clients, de le servir, de l'expliquer pourquoi ce meuble, c'est vraiment bonne qualité, pourquoi acheter ça comme pour $1,000 de plus que ce truc de n'importe où. Ouais. On veut retourner dans un commerce où on se sent bien servi, pas où Ouais, on a l'impression qu'on essaie toujours uniquement de nous vendre. Là. Donc, très bonne intervention. Merci, 100%. M. Dessert. Est-ce que vous vouliez ajouter, non? Non, c'est Ça bon. va. Merci. L'heure a passé extrêmement vite, donc je veux vous remercier, vous quatre, pour vos interventions extrêmement pertinentes, votre générosité. Donc, un grand merci. Merci.